Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de cette émission Réplique. Nous recevons pour la troisième fois pour cette année 2017 Honorable Mayo. Avec lui, aujourd'hui, nous parlons de la loi électorale. D'aucuns ne comprennent pas qu'est-ce qui dérange dans cette nouvelle loi qui a été déjà votée à l'Assemblée nationale. Alors il va nous parler de ce qui dérange, ce qui empêche à l'opposition de pouvoir appuyer cette loi, ces nouvelles réformes qu'apporte cette nouvelle loi électorale. Bonjour, honorable. Bonjour, mon cher. Voilà, très heureux d'être encore avec vous pour la troisième fois. Qu'est-ce qui dérange dans cette nouvelle loi électorale? D'abord, il faut présenter la configuration d'ensemble. La question est celle de savoir pourquoi une majorité s'emploie-t-elle à changer à la veille de chaque échéance électorale les lois du pays. Pourquoi? La question. Pourquoi les changements ne peuvent-ils pas venir in tempore non suspecto? Souvenez-vous, à l'approche de l'élection de 2011, on a procédé à la révision de la Constitution. On a abandonné les deux tours de l'élection présidentielle pour un seul tour. Pourquoi? Parce que la majorité avait vu que son candidat était en difficulté. Au deuxième tour, il ne passerait pas. Le deuxième tour allait soit présenter le candidat de la majorité et le feu patriarche Étienne Tshisekedi. Naturellement que Kamere et les autres allaient appeler à voter pour le patriarche. Ils avaient prévu ça. Ils ont abandonné le deuxième tour de l'élection présidentielle. Ce qui nous a coûté très cher. Parce que le deuxième tour étant éliminé, nous n'avons pas pu organiser l'élection des députés provinciaux pour avoir les sénateurs et les nouveaux gouverneurs. Nous continuons à en payer le prix jusqu'aujourd'hui. Maintenant, à la veille des élections de 2018, qui n'ont pas pu organiser en 2016, ils s'acharnent à modifier les règles du jeu. Ils amènent un nouveau projet de loi électorale. Mais nous avons une loi électorale. Il suffit tout simplement de modifier. C'est ça qui a appelé d'ailleurs la modification. Il s'agissait de modifier le nombre d'habitants, de le remplacer par le nombre d'enrôlés. C'est tout. Et il nous amène un nouveau projet de loi avec 3 changements majeurs. Qu'est-ce qui dérange dans ces changements? Les 3 changements majeurs sont les suivants. Il y a d'abord l'introduction de la notion de seuil. Ensuite, la majoration de cautionnement et l'attachement de cautionnement au nombre de sièges. Et enfin, la machine à voter. Je commence par le seuil. La loi est venue avec l'introduction du seuil de 3%. C'est-à-dire que après le vote, la CENI, non seulement qu'elle procède au simple constat comme on le voudrait, de celui qui a gagné ou de celui qui a perdu, la CENI va se mettre à faire un calcul savant. Va voir combien sur les 44 millions d'enrôlés ont effectivement pris part au vote. Prenons 40 millions. On applique 3% sur 40 millions. Ça va nous donner, ce n'est pas un bon mathématicien, peut-être 1 200 000. 1 200 000, je crois. 1 200 000. Donc, tout parti politique dont l'ensemble des voix recueillies par ces listes à travers la République n'atteint pas le nombre de
1 200 000 et d'office éliminé. Pour prétendre au siège et d'office éliminé. Peu importe que dans certaines circonscriptions, certains de ces candidats aient réalisé les meilleurs scores. Donc vous ne pouvez pas prétendre au siège. Vous êtes éliminé par le seuil électoral. Alors, nous avons dit que c'est injuste. C'est injuste. D'abord, ça viole la Constitution. Un indépendant est reconnu par la Constitution pour se présenter à l'élection présidentielle, même présidentielle ou à la députation nationale. Avec le jeu des seuils, un indépendant qui se fait élire à la députation nationale dans une circonscription ne pourra jamais avoir 1 200 000 voix. Donc, d'office éliminé. Nous disons que ne fût-ce que par rapport à l'indépendant, il y a violation de la Constitution. Parce que cette loi vient nier le droit du candidat indépendant à se faire élire. Mais ce n'est pas aussi pour éviter certaines candidatures fantaisistes? En vertu de quelle loi? Qu'est-ce que vous appelez candidature fantaisiste? Vous appelez la candidature de l'autre fantaisiste, la vôtre ne l'est pas. Pourquoi la vôtre n'est pas fantaisiste? Parce que vous avez eu l'occasion de gérer, de vous mettre de l'argent de côté, et la vôtre n'est pas fantaisiste, d'acheter des électeurs. À ce moment-là, votre candidature n'est pas fantaisiste. Mais qui a cru en l'honorable, mon jeune frère là, comment il s'appelle? Awenze, le député le mieux élu de Kisangani. Mais il est député. Est-ce que Awenze ne défend pas le peuple congolais? Est-ce qu'il ne contribue pas à la législation? Pourquoi vous avez seulement cité là? Mais parce que Awenze, tout le monde le sait, il dirigeait une association de vélos, les bicyclistes. Mais aujourd'hui, on l'appellerait fantaisiste. Mais il y a beaucoup d'autres Awenze à travers la République qui vont battre les gens que vous croyez être de candidatures non fantaisistes. Donc, le seuil électoral, nous disons, le seuil électoral viole la Constitution. Mais c'est déjà voté au niveau du Parlement. En violation de l'Assemblée nationale. C'est ça la majorité. C'est pour ça que nous appelons le peuple à barrer la route à cette majorité. C'est pour ça que nous appelons le peuple à ne plus donner son mandat, sa confiance à cette majorité qui ne gagne les élections que par la tricherie, à commencer par les lois électorales. Comment est-ce que le peuple doit faire? Parce que c'est déjà voté au niveau de l'Assemblée nationale et ça passera au Sénat. J'ai confiance au Sénat. J'ai confiance au Sénat. Mes collègues à l'Assemblée nationale nous déçoivent parce qu'ils sont avec nous beaucoup. Mais comme le vote est à main levée, ils ont peur des caméras. Mais ils sont avec nous, nous soutiennent. Mais le vote, on vote là-bas, c'est à main levée, on prend des images, ils ont peur. Bon, ça c'est leur problème, ce n'est pas notre problème. Donc, il y a le problème des seuils que nous récusons. Ouais. Il y a le problème de cautionnement. Au niveau de cautionnement, il y a deux questions. Le cautionnement est relevé à la hausse. 1 000 $ de cautionnement. Mais vous êtes un gouvernement qui ne payait plus personne. Même pas les députés parce qu'ils nous doivent de l'argent. Mais ce gouvernement-là, vous n'avez pas honte de demander aux gens que vous ne payez pas, aux gens que vous avez abandonnés, de vous donner 1 000 $. Mais tout ce qu'on donne en termes d'impôts va où? Qu'est-ce qui nous garantit que ce cautionnement de 1 000 $ va faire quelque chose là-bas? C'est encore pour mettre dans les poches. Nous devons favoriser la démocratie. Il ne faut pas qu'il y ait ici une démocratie des riches, une démocratie censitaire. Alors nous nous opposons à ça. Et non seulement que le cautionnement qui était égal à 500 $ est remonté à 1 000 $, on l'attache au siège. Hier, le cautionnement, c'était par liste. Si vous êtes un parti politique comme le mien, l'UNC,
vous avez une liste. De 1000 personnes, par exemple? Une liste. La liste correspond plus ou moins au nombre de sièges à concourir dans une circonscription. Je prends Tchangou, c'était 15 sièges. À l'époque, on payait $500 pour la liste de Tchangou. Maintenant, nous devons payer $1000 par personne, donc fois 15, ça fait $15 000. Mais où voulez-vous que les gens à qui vous demandez d'atteindre le seuil national présentent les listes sur toutes les circonscriptions au taux de $1000 par siège, par candidat? On ne veut finalement on ne veut qu'il y ait un ou deux partis politiques de la majorité actuelle qui se présentent aux élections. On veut se faire une majorité à travers les lois. Revenons un peu dans cette problématique de seuil. Est-ce que l'UNC a un problème pour rafler les seuils là? Non. L'UNC, par principe, ne devrait pas avoir de problème avec les seuils. Mais ce n'est pas un problème de l'UNC, ça c'est de l'égoïsme. Nous militons pour la démocratie, pour le pouvoir du peuple par le peuple. Lorsque nous observons qu'on veut voler au peuple son pouvoir, on veut empêcher au peuple congolais de participer à sa démocratie, l'UNC doit crier. Nous n'avons pas créé l'UNC rien que pour nos intérêts égoïstes. C'est vrai, nous n'avons pas de problème particulier avec les seuils, mais le peuple congolais dans son ensemble. L'UNC a été créé pour défendre les droits du peuple congolais, pas pour défendre les droits de ses propres partisans. Alors, pourquoi vous accusez la majorité présidentielle d'être derrière? Qu'est-ce que la majorité pourrait gagner derrière ces seuils? Mais vous n'avez pas compris. Mais pourquoi ils ont amené? C'est parce qu'ils savent que les partis de l'opposition sont pauvres. Ils ne sauront pas aligner les candidats sur toute l'étendue du territoire national. Vous comprenez? 500 candidats. N'est-ce pas? Il y a autant de circonscriptions. Il faut payer $1000 par candidat. 500, c'est le nombre qui est attendu des élus. Oui. Mais les candidats, c'est plus. Comprenez? Alors, il y a là un sabotage, un coup contre la démocratie. On veut empêcher à certains d'entre nous, parmi nous, de ne pas être candidat. Non, celui qui veut doit être candidat, doit se présenter. Il n'y a que le peuple seul qui doit dire non, je choisis tel et pas tel. Alors, pas les lois. Troisième point, vous évoquez? Troisième point, je parlais de la machine à voter. La proposition ici, ou le projet qui est venu du gouvernement, le projet ne parle pas de la machine à voter. Mais le projet a supprimé l'article 237 ter de la loi actuelle. Cet article dit que le vote électronique ne peut pas intervenir pendant le cycle électoral actuel, en cours. Alors, ils nous disent que la machine à voter, ce n'est pas du vote électronique. Ok, nous leur avons dit, alors si ce n'est pas du vote électronique, remettez l'article 237. Pourquoi vous l'avez supprimé? Ils nous ont dit, nous avons supprimé l'article 237 parce qu'à son alinéa 2, il renvoie à d'autres articles de la loi électorale, lesquels articles parlent du nombre d'habitants au lieu du nombre d'enrôlés. Nous leur avons dit, mais parce que la loi, le projet que vous avez amené ici, a pour objet de modifier partout où il y a nombre d'habitants, de remplacer par nombre d'électeurs. Où est le problème? Si l'article 237 ter à son alinéa 2 renvoie donc à ces articles, dans la mesure où ces articles vont connaître cette modification, où on va élaguer notre nombre d'habitants par nombre d'électeurs, il n'y a donc pas de problème. L'article 232 ter n'est intéressant qu'à son alinéa premier, c'est ça la vérité. Et ils ne nous ont jamais fourni l'explication pourquoi ils suppriment l'article 231 spécialement
en son premier alinéa. 237 terres, spécialement en son premier alinéa. Parce que cet article interdit le vote électronique. La machine, mais la machine c'est de l'électronique. Mais ça facilite certaines vitesses pour publier les élections. Parce que là, la machine, d'ailleurs, il y a un député qui l'a évoqué hier à l'Assemblée nationale. Cette machine, c'est juste une impression du bulletin. Parce qu'il y aura un bulletin et puis ça sera, il y aura une urne à côté et puis ça facilitera. Ils disent que la machine à voter, ce n'est pas le vote électronique. En même temps, ils suppriment l'article qui interdit le vote électronique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils savent que la machine à voter, c'est du vote électronique. Si ce n'était pas du vote électronique, ils n'allaient pas toucher à l'article 237 terre. Vous comprenez? Alors, maintenant vous dites, on vous donne le reçu. Mon cher ami, vous savez, la machine est reliée à un serveur. Qui a contrôlé tout ça? Et comment ça va se passer? Le vote est secret. Vous allez dans nos villages, même ici à Kinshasa. Vous prenez une vieille maman, un vieux papa. Alors ça va se passer comment? Il faut que le président ou les témoins l'assistent. Ça va se passer comment? Et le lien avec les serveurs, on a testé ça où, quand, et qui en a obtenu l'assurance? Tout ça n'est maîtrisé que par la majorité présidentielle. C'est pour cela que nous avons dit, bon, nous acceptons toutes ces modifications-là que vous apportez, mais applicables au prochain cycle électoral. Nous l'avons dit. Ah non, ils ont refusé. Non, non, ils y compressent. Mais seulement maintenant. Ils ont déjà fait leur calcul. Ces gens-là ne gagnent des élections que par des modifications de lois. Dans le serveur central de la CENI, je pense bien l'opposition mettra aussi ses témoins. Mon cher ami, vous parlez comme quelqu'un qui vient de l'extérieur. Vous connaissez d'abord nos bureaux de vote. Ce sont des salles de classe exiguës ici, à Kinshasa. Et à l'intérieur, ce sont des cases en paille. Alors on vous dit que chaque candidat a droit aux témoins. En 2011, on était, je crois, plus de 1300 candidats. Quelle est la salle de classe qui pouvait contenir les témoins de 1300 candidats? C'est ça la vérité. C'est des choses qu'on écrit, mais en pratique, ça ne se vérifie pas. Le serveur, comment nous allons envoyer, prenons ne fût-ce qu'au niveau des partis politiques. Tous les partis politiques envoient leurs candidats là-bas. Non, l'élection doit être sincère. La sincérité commence par les lois. Les lois qui organisent les élections ne sont pas sincères. Vous savez, cette révision n'est pas qu'inconstitutionnelle. Elle viole la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Article 23, qui dit que l'Union africaine condamne le recours à tout moyen qui prive au peuple l'exercice plein et total de son droit, de ses droits démocratiques, dont l'élection. Et on cite ces moyens-là. C'est pour cela qu'il y a presque plus de coups d'État en Afrique, à cause de cette charte-là qui condamne. On condamne le recours aux mercenaires pour prendre le pouvoir ou se maintenir au pouvoir. On condamne aussi les révisions constitutionnelles, les modifications des instruments juridiques qui ont trait aux élections, à la veille des élections. Alors, puisque cette loi a été votée à l'absence de la grande partie de l'opposition, est-ce que... la grande partie, à l'absence de l'opposition. Comme vous l'avez dit, à l'absence de l'opposition, est-ce que cela ne viole aucune disposition de la Constitution? Quoi? Donc,
une loi qui est votée à l'absence de l'opposition, il n'y a que la majorité présidentielle. Cher ami, nous avons une pratique ici dans cette assemblée depuis que les élections ont repris dans notre pays. Les lois essentielles, comme la loi électorale, appellent toujours le consensus. Et ici, le président Aubin Minaku a tenté de rechercher le consensus, mais il a été pressé parce que c'était une question de vie ou de mort pour sa famille politique. Hier, je crois que les amis de l'opposition m'ont fait confiance pour présenter la situation après l'échec du consensus avec les amis de la majorité. Mais le président Aubin aurait dû suspendre, ne fût-ce que pour 1 heure, pour que cette recherche se fasse autour de lui-même, le président de notre institution. Non. Il a fui ses responsabilités. Il dit que c'est vrai, le consensus est souhaitable, mais on n'a plus de temps. Comment on n'a plus de temps? La CENI, il faudrait déjà voter cette loi au plus tard, les 3. Oui, mais la loi est venue quand? La CENI ne vient pas de naître d'hier. Pourquoi tout ce temps-là, depuis qu'on a commencé la session de budgétaire de septembre 2017, pourquoi on nous a amené cette loi-là? Et vous savez, il faut que je le dise ici, il y a des amis qui sont au gouvernement qui nous disent que ce projet-là n'a pas fait l'objet de débats au gouvernement. C'est une violation de la Constitution. Alors déjà là, il y a certaines manifestations qui sont déjà lancées. Il y a l'opposition rassemblement qui organise une marche, une deuxième marche, c'est le 19 décembre, pour demander le départ de Joseph Kabila et le rejet de cette loi. Quelle est la position nette de l'UNC? Mais pourquoi vous voulez que j'apprécie une action menée par les rassemblements? Ce sont nos frères de l'opposition, j'encourage. J'encourage. C'est tout. Je n'ai plus rien d'autre à dire. Et puis, que pense l'UNC? La position de l'UNC? Parce que nous voyons, il y a un mariage l'UNC et MLC. Est-ce qu'il pense aussi à organiser une activité? Vous ne nous avez jamais vus avec le président du rassemblement. Il n'est que normal qu'on se retrouve avec le MLC, qui est un parti ami et frère de l'opposition. C'est un crime. C'est un crime. Pas autour d'une déclaration. Nous avons signé une déclaration hier, Mme Bazaïba et moi, secrétaire général du MLC et moi, nous avons signé une déclaration hier. Nous nous opposons à la loi électorale. Auparavant, vous n'avez pas vu le président Kamere et Mme Bazaïba au siège du MLC pour dire que les deux partis s'opposaient à la loi électorale actuelle. C'est un passage en force que la majorité vient d'effectuer. La question est celle de savoir que pense l'UNC pour bloquer cette loi. Parce que cette loi a été déjà votée au niveau de l'Assemblée et maintenant c'est le Sénat. Oui, mais nous continuons à lancer des appels. Que c'est une loi inconstitutionnelle, c'est une loi qui viole la charte de l'Union africaine sur la démocratie, les élections et la gouvernance. Nous disons au peuple congolais de se réveiller, de se mettre debout. On est en train de lui voler sa démocratie. Vous pensez aussi organiser des manifestations? Mais s'il l'échec, parce que nos groupes parlementaires se sont réunis aujourd'hui et ont arrêté un certain nombre de stratégies, s'il le faut. Vous savez, il faut que je le souligne, pris en tant que parti politique, l'UNC, vous l'avez dit ici, nous n'avons pas à craindre le seuil, mais nous ne sommes pas égoïstes. Ce n'est pas l'intérêt particulier de l'UNC que nous recherchons, c'est l'intérêt général du peuple congolais par rapport à la démocratie. Il faut permettre au grand nombre de participer au jeu. On va vous dire qu'on veut le faire par de regroupements, par de ceci, mais vous n'allez pas obliger des gens à se regrouper. Nous sommes dans un pays de liberté. Il ne faut pas qu'il y ait des lois qui forcent les gens à se regrouper. Alors, est-ce que vous pensez aussi à l'unité de l'opposition avec une seule déclaration par rapport à tout ce qui se passe, la crise politique, la loi électorale? Si vous voulez connaître la position de l'UNC par rapport à ça, nous disons oui. Ce n'est pas nous,
UNC qui empêchent l'unité de l'opposition. C'est des petits partis au sein de l'opposition qui ne représentent rien au niveau de l'Assemblée nationale, qui parfois n'ont que la grosse gueule. Ce sont eux qui nous font du mal, qui ne permettent pas à l'opposition de parler et d'agir à l'unisson. J'ai toujours dit que le jour où l'UDPS, le MLC, l'UNC et le G7 par exemple vont se mettre ensemble pour parler à l'unisson, agir à l'unisson, ça va déterminer beaucoup de choses. Malheureusement, il y a de petits partis, des particules au sein de l'opposition qui ont pris certains partis importants en otage et ils ont peur de cela, ils n'arrivent pas à se déterminer à cause des erreurs des uns et des autres. Mais j'aimerais que, comme l'avait dit Jésus-Christ à ceux qui voulaient lapider la femme adultère, que celui qui n'a pas péché jette la première pierre à la femme. Qui n'a pas commis d'erreur? Au niveau où nous étions, au moment où nous étions dans la dynamique, en train de faire des marches, c'est nous, à la dynamique, qui avons barré la route à la loi électorale de 2015. Mais l'UDPS était en train de négocier à Ibiza. Mais qui n'a pas commis d'erreur? Nous les avons tous commises. À un moment donné, il faut qu'on aille de l'avant, qu'on s'arrête, qu'on prenne le courage, qu'on aille de l'avant. Alors vous avez aussi empêché les départs, parce qu'il y a enregistré beaucoup de départs cette année même. Mais dans quel parti il n'y a pas eu de départ, à part les petits partis qui se créent chaque jour ici? Quel est le parti qui n'a jamais connu les départs? Vous avez déjà fait la comptabilité des départs et vous avez vu que c'est chez nous, il y a beaucoup plus de départs. Prenez par rapport aux différentes dates de naissance, où il n'y a pas eu de départ. Nous avons enregistré, bon, certains noms m'échappent, mais il y a eu pas moins de 10. Mais, mon cher ami, vous savez, l'UNC, à proprement parler, est un jeune parti aussi. L'UNC est né en 2010 à peine, comprenez? Et c'est pour la première fois que nous avons été confrontés à la réalité pouvoir, à la réalité gouvernement. Bon, les faibles n'ont pas pu résister. Qu'est-ce que vous voulez que nous on fasse? Si quelqu'un choisit de rester au gouvernement pour ses intérêts, que de rester au parti, qu'est-ce que vous voulez que nous on fasse? Vous voulez nous condamner pour ça? Si quelqu'un veut partir pour se faire un espace quelque part, qu'est-ce que vous voulez que nous on fasse? C'est pour... Honorable Mayo, vous êtes à l'Assemblée nationale, nous avons constaté que là-bas, il n'y a pas la démocratie, vous devriez démissionner. D'abord, l'UNC ne l'a pas encore dit. Vous dites si l'UNC le disait, il faut savoir que la position d'un gouvernemental et celle d'un parlementaire n'équivalent pas les deux. Le parlementaire bénéficie du mandat du peuple. Le gouvernemental, c'est tout simplement le choix d'un parti. Il est, lui, lié au choix du parti. Le législateur, le député, lui, c'est le choix du peuple. Et son mandat est non impératif. Donc nous ne sommes pas sur le même pied d'égalité. Ce n'est pas pareil. Donc, il ne faut pas comparer, il faut pas comparer les choses qui ne sont pas semblables. Quelle image? Vous savez, aujourd'hui, si nous n'étions pas dans cette assemblée-là, mais la loi passerait comme lettre à la poste. Mais c'est déjà passé? Oui, c'est passé, mais avec des écueils. Il y a une bonne partie de députés, disons l'opposition, qui n'a pas pris part. Il n'y a pas eu consensus. Au moins, nous pouvons le dire. Comme nous projetons de saisir l'Union africaine pour lui dire que votre charte a été violée. Autant vous décriez les coups d'État, autant vous devez décrier le passage à force de Kabila parce que c'est un coup d'État. C'est pas ce que nous sommes là. Merci beaucoup, monsieur le député Jean-Baudouin Mayo, pour cet entretien. La dernière question, la toute dernière question. Le prochain tour, c'est pas Jean-Baudouin Mayo pour quitter l'UNC. Mais cette démission de Mayo à l'UNC, vous l'avez attendu depuis longtemps.
Mais je vous ai toujours répondu qu'elle ne viendra pas. Parce que moi, Mayo, je contribuais à la création de l'UNC depuis son départ. Vous voulez que je quitte l'UNC pour l'abandonner entre les mains de qui? Ceux qui quittent, moi, je trouve qu'ils n'ont pas fait un bon jugement. C'est une faiblesse. À moins de quitter pour rejoindre le camp de l'argent. Ça, je pourrais peut-être à la limite. Non. Non, non, il y en a qui ont quitté pour rejoindre de l'argent, pour se mettre à la disposition du président de la République. Ça, c'est pour rejoindre de l'argent. Ben, écoutez, moi, je ne comprends pas pourquoi je dois quitter. Pourquoi vous vous acharnez? Pourquoi vous voulez que moi je quitte l'UNC? Je suis en train de vous dire que... Non, mais je ne quitterai pas, je réponds. Je suis à l'UNC, je me considère ensemble avec beaucoup d'autres amis comme des dépositaires de cette marque déposée qu'est l'UNC. Je vais quitter ça pour... C'est votre dernier mot ou vous avez un autre message? Ben, le message, c'est que le peuple congolais doit se réveiller. Comme les évêques disent, debout Congolais. Je suis vraiment navré, je suis sidéré de constater que le peuple congolais est en train de regarder avec ses yeux comment on lui vole sa démocratie sans réagir. Non, le peuple doit se réveiller. Les instances sont graves. Si on devrait rien que s'en tenir à ses propres intérêts, l'UNC peut-être ne mènerait pas ce combat. Mais l'intérêt général du Congolais pousse l'UNC à mener ce combat. Et nous allons le mener ensemble avec d'autres forces qui voient la même chose que nous. Merci beaucoup pour cet entretien, monsieur le secrétaire général de l'UNC national. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez toujours branchés sur Siloé TV. Et si vous aussi vous êtes acteur politique, vous voulez répliquer par rapport à tout ce que monsieur le député secrétaire général de l'UNC a dit, contactez-nous. Merci de nous avoir suivis.